Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient de l'Union des Comores, avocat de formation, il est avocat au barreau de Moroni, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2019. Il défend aujourd'hui les intérêts du président, de l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Notre invité, c'est bien entendu Maître Mahamadou Hamada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, votre pays a fait beaucoup parler de lui pendant la période électorale, mais apparemment tout cela semble bien derrière nous aujourd'hui. Comment se porte l'Union des Comores aujourd'hui? D'abord, permettez-moi de rectifier une chose, c'est que je n'accepte pas qu'on me considère comme un candidat malheureux. Certes, chacun a son opinion, mais moi, j'estime que le 24 mars dernier, malheureusement, aux Comores, il n'y avait pas eu d'élection. Or, pour que l'on soit un candidat malheureux, il faut qu'il y ait eu des élections libres, transparentes, démocratiques. Mais les Comoriens étaient aux urnes quand même le 24 mars. À partir de là, oui, vous allez considérer qu'il y a un gagnant et un perdant. Malheureusement, oui, nous sommes toujours en crise post-électorale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une personne qui y est à la tête du pays, mais c'est une personne qui manque de légitimité et de légalité. Mais le 24 mars dernier, les Comoriens étaient aux urnes quand même pour élire celui qui va gouverner le pays pendant les 5 prochaines années. Les instances habilitées ont prononcé le nom de M. Azali Assoumani, qui aujourd'hui préside aux destinées du pays quand même. Vous n'allez pas le nier. Je ne peux pas ne pas le nier, parce que si les Comoriens auraient dû être aux urnes le 24 mars dernier, ce n'est pas ce qui s'était passé. Quand on se retrouve avec des bourrages d'urnes au petit matin, permettez-moi de vous dire que ce ne sont pas les Comoriens qui ont choisi. Preuve à l'appui, la mission d'observation de l'Union africaine, pour la première fois, des observateurs africains n'ont pas donné un blanc-seing. Ils ont été jusqu'à dire « nous ne pourrons pas nous prononcer sur la régularité de l'élection ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais le contentieux électoral semble être vidé quand même, non? Le contentieux électoral, peut-être on peut dire que c'est vidé. Oui. Parce que vous avez parlé des organes en charge des élections. Oui. Mais le peuple comorien continue à dire non, Azali n'est pas notre président. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, de fait, c'est lui qui est à la tête du pays aujourd'hui. Effectivement, oui. De fait, mais il va falloir tourner cette page. Non, pas forcément. Pas forcément. Il continue à gérer notre pays, mais rien ne nous empêche de continuer à dire qu'il n'est pas légitime. On va évoluer dans cette émission et parler des tout derniers événements qui se sont produits, notamment la mobilisation des fonds pour le plan Comores émergent. Vous avez vu la mobilisation de ressources qui s'est effectuée il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que vous pensez même de ce plan Comores émergent? Moi, je pense que c'est un plan de plus. Parce que les conférences des bailleurs, les Comores en avaient connu. Le problème, c'est que ces conférences-là n'était pas suivi d'effet. On a connu la conférence de Maurice au moment où on est sorti de la crise séparatiste. Nous avons connu la conférence de Doha avec le président Sambi. En décembre dernier, on nous a parlé de la conférence de Paris. La question que je me pose, qu'en est-il des conférences précédentes? Pourquoi des actions concrètes n'avaient pas été mises en place avec ces deux conférences des bailleurs qui, ma foi, auraient dû apporter des fonds à notre pays. Donc, si je comprends très bien, vous êtes en train de dire que les bailleurs ont promis, mais après, on n'a pas vu les fonds promis. Je crois que pour la conférence de Doha, on avait quand même vu une partie des fonds, peut-être, parce que, de mémoire, il y a eu la construction d'une usine de pêche qui aurait dû faciliter la vie de la population en matière de pêche, permettre une exportation de nos ressources halieutiques, mais malheureusement,
Vous savez, le problème de nos États en Afrique, c'est que la continuité fait défaut parfois. Et lorsqu'un pouvoir en place décide de faire certaines choses, lorsque le mandat prend fin, ceux qui viennent ne font pas de continuité des actions précédemment initiées. En tout cas, à la dernière conférence des bailleurs, on a pu quand même avoir des promesses de plus de 4 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Est-ce que cela ne traduit pas le fait que les bailleurs croient en votre pays? Je voudrais bien que les bailleurs croient en notre pays. Oui. Mais vous savez, les Comores, à l'instar de certains pays africains, connaissent des difficultés de tout ordre. Si aujourd'hui, des bailleurs cherchent à investir dans un pays, ils demandent un certain nombre de garanties. Parce que vous investissez votre argent, vous attendez un retour d'investissement. Mais ce retour d'investissement, avant qu'il n'ait lieu, il faudrait que la personne du bailleur se sente réellement rassurée de son investissement. Oui, mais on ne leur a pas mis le couteau sur la gorge pour qu'ils fassent des promesses. S'ils ont fait des promesses, c'est parce qu'ils ont tenu compte de tous ces éléments-là, non? C'est possible, c'est possible. Oui. Mais croyez-moi qu'aucun investisseur ne pourrait s'aventurer dans un pays où il n'est pas rassuré de son retour d'investissement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire que les Comores ne rassurent pas aujourd'hui tout investisseur qui veut quand même injecter de l'argent dans le pays, c'est cela? En partie, c'est cela. Parce que les investissements doivent être préservés par, ne serait-ce, un système stable. Notre pays, certes, ne connaît pas la guerre, mais il n'est pas du tout stable. Surtout avec ces élections que nous avons connues, on fait que aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que demain sera fait. Mais nous ne sommes pas en guerre, heureusement, on n'est pas en guerre. Mais la stabilité telle qu'on aurait dû l'espérer à la sortie d'élections, on n'en a plus. Oui, mais la seule élection présidentielle ne peut pas expliquer cette instabilité dont vous parlez. Oui, on peut le dire, mais vous imaginez, à la suite ou après les élections présidentielles, nous sommes partis à des élections législatives. L'ensemble de l'opposition a décidé de boycotter ces élections au motif que les présidentielles ne nous ont pas rassurés, il n'y a pas besoin d'aller donner un blanc-seing aux élections législatives. Et même ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui, qui se prétendent être de la mouvance, ils se sont chamaillés. Des candidats ont été contraints de retirer leur candidature au profit des membres de la CRC. Donc, nous avons une assemblée presque monocolore, parce que même au niveau de la mouvance, peut-être il y a 1 ou 2 députés qui sont issus des formations autres que la CRC. Sur 24 députés, il y aura 1 ou 2 députés qui ne seront pas de la CRC. Vous imaginez un pays qui se veut émergent et qui met de côté une partie de ses enfants? Mais vous ne semblez pas du tout avoir digéré cette élection présidentielle-là. Mais est-ce que vous avez des preuves que vous avancez et que vous les avez avancées devant les instances qui doivent connaître du contentieux électoral? Vous savez, le contentieux électoral, si je me permets de vous l'expliquer, le 24 mars, malheureusement, aux Comores, c'était une des rares fois où des élections avaient eu lieu et que les journaux du pays n'ont pas pu divulguer les résultats des élections bureau par bureau. En tout et pourquoi? pour tout, bien parce que tout a été fait en sorte que ces résultats ne soient pas connus du public. On nous a sorti des résultats globaux. Vous imaginez sur... Mais que dit le code électoral? Est-ce que le code électoral dit qu'on doit publier? On a passé outre les dispositions du code électoral. J'en veux pour exemple, aux Comores, moi qui suis avocat, vous commettrez un vol, une filouterie, vous êtes passible d'une peine. Mais lorsque les irrégularités concernent des élections, plus personne n'est inquiété. Alors que le code électoral sanctionne
les irrégularités. Faudrait-il que l'on puisse prouver les irrégularités dont vous parlez? Que dites-vous des ministères publics qui aient un écho d'une quelconque information sur des éventuelles irrégularités? Mais il a le devoir. Le ministère public ne doit pas attendre à ce qu'il soit saisi pour se dire « Ah, on m'a informé telle chose ». Mais la rumeur publique suffit. Comment se fait-il qu'un pays tout entier dise que les élections n'ont pas été régulières, mais que les parquetiers de la République ne bougent? Et vous dites qu'il y a des instances en charge des élections. En tout cas, il y a le président élu, lui récuse ces accusations et estime qu'il a été élu sur son bilan. Ça m'étonnerait s'il disait le contraire. Ça m'étonnerait. Et vous-même serez étonné que Azali vienne à dire effectivement il y a eu des irrégularités. Mais est-ce que son bilan ne milite pas en sa faveur? Quel bilan? Oui, mais il a été à la tête du pays les 3 précédentes années. Il a posé des actes. Est-ce que cela ne milite pas en sa faveur, justement, pour une réélection? Vous savez, lorsque vous avez un opposant en face, vous considérez qu'il mette un tableau sombre sur le dos de ceux qui dirigent le pays. Moi, ce n'est pas dans mon intérêt de calquer un mauvais tableau sur mon pays. Mais je vous dis, la vie du Comorien aujourd'hui, malheureusement, est très difficile. Parce que nous sommes un pays qui importe presque tout. Oui, bien entendu. Et lorsque ce pays connaît des tarifs, des taxes douanières aussi élevées, rassurez-vous, il y aura une inflation sur le Comorien lambda, sur le Comorien de manière générale, mais c'est le Comorien lambda qui va en pâtir. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Le coût de la vie est extrêmement élevé au point que certains disent qu'il y a une inflation de l'ordre de plus de 150%. Certains le disent. À ce point. Donc, dernièrement, il y a eu une grève des hommes d'affaires au motif que les taxes douanières deviennent insupportables pour eux. Et on nous dit que nous sommes sur la voie vers un pays émergent. Oui, mais la seule élection présidentielle ne peut pas expliquer tout cela. Encore que ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas le langage d'un mauvais perdant par hasard? Je ne suis pas un mauvais perdant. Encore une fois, je vous dis que je ne reconnais pas ce critère de candidat malheureux. Et ce n'est pas parce que je sois un mauvais perdant. Non. Je me base sur le contexte que cela avait eu lieu pour vous dire que malheureusement, les choses ne s'étaient pas passées comme c'était attendu. Monsieur Ahamada, on va poursuivre dans cette élection, mais dans cette émission, on va poursuivre dans cette émission, mais avant cela, on va marquer une pause. Et au retour, on va parler quand même de quelques démêlés que vous avez eu avec l'ordre des avocats qui a failli vous éjecter de la corporation. On va également parler de l'état de santé de l'ancien président Sambi, dont vous défendez les intérêts. Restez avec nous, chers téléspectateurs. On marque une pause au retour dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'avocat comorien Mahamoudou Ahamada, candidat malheureux à l'élection présidentielle quand bien même il s'en défend. Il est avocat également de l'ancien président Mohamed Sambi qui est en prison depuis quelques années ou bien quelques mois. Justement, parlons de l'ancien président Sambi. Comment il va aujourd'hui? Le président Sambi est malade. Oui. Il est en détention depuis le 20 août 2018, après avoir passé une période de 3 mois de résidence surveillée, une résidence qui a été décidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Du coup, à partir du 20 août, il est détenu par un juge d'instruction et jusqu'à aujourd'hui, malgré les dispositions du Code de procédure pénale comorienne en matière de détention, le juge sait pertinemment que le délai légal de détention provisoire est largement dépassé. Nous l'avons
suggéré de le mettre en liberté. Il n'a malheureusement pas accepté. Mais justement, son état de santé se serait dégradé. Il a demandé quand même une évacuation, une situation sanitaire, mais apparemment cela piétine. Tout à fait. Pourquoi? Ben, je ne sais pas exactement, mais après que le président Sambi est tombé malade, nous avons demandé à plusieurs reprises sa prise en charge médicale. Moi-même, j'ai formulé une demande d'autorisation d'évacuation sanitaire le mois de décembre dernier, plus précisément le 25 décembre. Jusqu'à aujourd'hui, le juge ne m'a pas répondu à cette demande personnellement, alors qu'il a rendu sa décision et a accepté d'autoriser le président Sambi d'aller se faire soigner à l'étranger. La décision qu'il a rendue, il ne me l'a pas signifiée, mais j'ai su que depuis le 2 janvier 2020, le juge s'était prononcé sur cette demande favorablement, mais que cette décision n'a pas été mise à exécution. En tout cas, le procureur de la République dit exactement ceci. Citation, l'ancien président ne présente pas de signes de détresse pouvant mettre en jeu son pronostic vital immédiat. Il doit poursuivre son traitement. Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? C'est une phrase qui a été tirée d'un rapport médical qui a été déposé à la suite de la déclaration de maladie du président Sambi. Son médecin traitant a opté pour une prise en charge à l'étranger ou pour des examens approfondis qui ne peuvent pas se faire chez nous. Et le juge, à la demande du procureur, avait envoyé 2 médecins pour aller le consulter. Et dans les conclusions de leur rapport, ils ont estimé qu'il est souffrant ou il souffre de maladies chroniques et qu'il doit continuer à prendre ses traitements. Oui. Néanmoins, ce sont des conclusions qui remontent à plusieurs mois. Par la suite, l'état s'est encore dégradé. Et c'est à partir de là que le médecin qui était à son chevet a également rendu un rapport, lequel rapport a fondé la demande d'évacuation sanitaire que j'ai formulée le 25 décembre dernier et qui a conduit à l'ordonnance dont je vous ai fait état et que malheureusement cette décision n'est toujours pas exécutée à ce jour. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine opinion qui estime que accepter cette évacuation sanitaire, c'est permettre à ce que le prévenu se soustrait à la justice. Vous parlez d'une opinion, mais c'est une affaire judiciaire. Avant que Sambi ne se soustrait de la justice, il doit vivre, il doit être en bonne santé. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que le président Sambi vivait en France avant son retour aux Comores. Il a déjà été informé des menaces qui pesaient sur lui, sur son éventuelle arrestation, mais il a décidé de venir aux Comores pour laver son honneur. Et il l'a clairement dit. Il a dit, je le cite, « Je n'ai pas peur de la justice, j'ai peur de l'injustice ». Et je crois qu'à ce titre, il avait raison, puisqu'aujourd'hui, tout permet de dire qu'il fait l'objet d'une injustice. En tout cas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Saïd Hassan Saïd Hachim, dit exactement ceci, citation, « Je n'exclus pas une guerre civile si Ahmed Abdallah Sambi arrivait à mourir en prison ». Fin de citation, c'est effectif? Écoute, M. Saïd Hassan Saïd Hachim, c'est un ancien ambassadeur, un ancien ministre des Affaires étrangères que je respecte. S'il a tenu de tels propos, c'est en connaissance de cause. Je ne peux pas les affirmer ou les infirmer. Je peux constater, au même titre que vous, ces propos. Et est-ce que le risque existe réellement? Le risque, je ne suis pas bien placé pour dire qu'il y a un risque de guerre civile ou pas. La guerre civile, c'est quelque chose que les Comores n'ont jamais connu. Est-ce que cela pourrait constituer la cause? Je ne suis pas mieux placé pour Mais parlons un peu parler. Un peu quand même des faits à lui reprocher. Que lui reproche-t-on concrètement? On lui reproche un chapelet d'infractions. Faux, usage de faux, corruption, et puis, quoi encore, forfaiture, je crois. Oui, c'est dans l'affaire des passeports. C'est dans l'affaire des passeports. Oui. Et il a été même
dit qu'il a reçu un pot de vin d'un montant de 105 millions de dollars. Vous imaginez 105 millions de dollars qui seraient remis au président Sambi et lesquels 152 millions n'ont même pas la moindre justification. On ne sait même pas qui a donné ces 105 millions de dollars, où est-ce que cette somme a été déposée, est-ce qu'elle lui a été remise en espèces. On n'a pas trace de la preuve du tout que cette somme-là a existé. Je suis persuadé que si une trace existait, ça aurait été mis à jour depuis. En tout cas, pour la gouverne de nos téléspectateurs, c'est l'affaire dite de vente de passeports entre 2008 et 2016. Plus de 48 000 passeports ont été accordés à des populations apatrides durant cette période, au lieu de 4 000 initialement prévus. Permettez-moi de vous dire que le président Sambi a quitté ses fonctions présidentielles en 2011. Oui. Et que si vous parlez de 2016, oui, il ne pouvait pas être tenu pour responsable. Non, j'ai dit de et 2008, je rappellerai, de 2008, et je rappellerai, tout à fait, je rappellerai également que même à l'heure qu'il est, ceux qui sont au pouvoir et qui le poursuivent continuent ce programme. Justement, la loi n'est pas abrogée. Non, justement, ce n'est pas le programme qui est mis en cause, mais c'est le dépassement qui est mis en cause. Ah non. Parce qu'il y a un nombre limité. C'était 4 000 initialement prévus. Non, mais les 8 000 passeports qui sont invoqués, je ne pense pas qu'ils ont été délivrés au moment où le président Sambi était président de l'Union des Comores. Donc c'est cela que vous plaidez à la barre. Non, on ne plaide rien. Nous ne sommes pas devant les tribunaux. Justement, quand vous serez devant, vous êtes son avocat, justement. Le jour où le dossier serait appelé, bien entendu, nous aurons notre mot à dire. Vous aurez votre mot à dire. On va aborder le dernier sujet de cette émission qui concerne vous-même, parce que vous avez failli être éjecté de l'ordre des avocats comoriens, mais pour des faits qui sont quand même assez graves, parce que vous avez accusé d'avoir tenu des propos séditieux, d'incitation à la haine, de troubles à l'ordre public et d'atteinte à l'éthique de la magistrature. Est-ce que vous reconnaissez à travers ces faits qui vous sont reprochés? Du tout, du tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un de haineux. Je ne pouvais pas appeler à une guerre civile. Non. J'ai tenu dans le cadre de mes activités politiques des propos qui, heureusement, venaient à être confirmés par Azali lui-même concernant les fraudes électorales. Mais quels sont les propos, justement, que vous avez tenus? Je n'ai pas besoin de les réitérer, mais je vous dis, ça a été déjà tranché par le Conseil de l'Ordre des avocats, qui ont estimé que le procureur général, à l'initiative de cette action disciplinaire, n'avait pas rapporté les éléments de preuve pouvant leur permettre de me sanctionner disciplinairement. Du coup, l'affaire est jugée aujourd'hui. Nous passons à autre chose. Mais de toute façon, pour que les téléspectateurs comprennent quand même de quoi nous parlons, parce que vous avez tenu ce sont des faits qui, si on veut résumer, j'ai dit que Azali ait volé les élections. C'est cela. Avec l'aide des juridictions. Ça, c'était les propos que j'ai tenus qui ont été transformés. Et finalement, le 17 janvier dernier, Azali est venu pour dire que s'il a volé les élections, c'est par la grâce de Dieu. Et que d'autres ont voulu le faire. Exactement mais cela, si, je le cite. D'autres ont voulu le faire, ils n'ont pas pu y arriver. Ce sont les termes, les donc propos. Donc vous concluez qu'il est en train de reconnaître qu'il a volé les élections. Bien entendu. Parce qu'il ne pouvait pas parler des élections législatives alors qu'il n'avait pas encore eu lieu. Les élections qui avaient eu lieu, c'était les présidentielles. Alors, Maître Ahmada, comment est-ce que vous voyez l'issue de tout cela? Parce qu'il va falloir quand même que la paix revienne dans la maison Comore. Il va falloir que les esprits se calment pour qu'on puisse construire le pays désormais. Comment est-ce que vous voyez l'issue de tout cela? Parce qu'on ne peut pas rester sous tension tout le temps. Bien, moi, je proposerais le départ d'Azali. C'est une des issues favorables à même de ramener la paix chez nous. En plein mandat? Pourquoi pas? Si la paix passera par son départ, pourquoi pas? C'est toujours une éventualité. Vous avez visé trop haut, j'ai visé très haut, on peut le dire, mais c'est une proposition. Peut-être lui aussi... Soyez réaliste quand même. Soyez réaliste que quelqu'un qui a été élu, qui décide en plein mandat de ne pas poursuivre son mandat... Son élection, je le mets entre guillemets. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, pour revenir à votre proposition, ce sera plus compliqué. Vous ne pouvez pas trouver des solutions intermédiaires.
Moi, j'ai fait une proposition. Laquelle? Celle que je viens de la tenir, peut-être à lui d'en faire une autre, si jamais il estime que la paix vaut mieux pour notre pays que les mécontentements. Maître Mahamadou Ahmada, avocat au barreau de Moroni, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission. Je rappelle que vous étiez à l'élection présidentielle de 2019, mais malheureusement, les institutions chargées de connaître de cette élection ne vous ont pas donné vainqueur dans cette élection. Je ne dis plus candidat malheureux. Vous êtes d'accord avec moi cette fois-ci? Oui. Également, vous défendez les intérêts de l'ancien président Mohamed Sambi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Merci beaucoup et à bientôt.